Pour réduire les coûts, ma chef a annulé mes heures supplémentaires et m'a qualifié de ressource héritée. J'ai arrêté la surveillance à 17h00. À 23h17, la plateforme à 95 millions de dollars était en panne. Le CTO a vu qui avait ordonné cette coupe budgétaire. Et il a pâli. Je m'appelle Richard Caldwell. J'ai 48 ans, et, il y a encore 3 semaines environ, je travaillais comme architecte d'infrastructure senior, chez OmniLogix. Supply Solutions, une entreprise de technologie logistique. J'ai consacré 24 ans de ma vie à cette entreprise, y versant ma sueur, mes larmes, et ma propriété intellectuelle, pour bâtir, de toutes pièces, un système d'orchestration de 95 millions de dollars. Ce système était, absolument, le cœur vital de notre organisation. C'était une bête incroyablement complexe, qui gérait tout, depuis l'aiguillage des commandes à haut volume, jusqu'à la coordination de précision des entrepôts, à travers 47 centres de distribution dans tout le pays. Chaque jour, des millions de transactions transitaient par mon architecture. Et, pendant 24 ans, je l'ai maintenu en parfait état de marche. J'étais le gardien silencieux, la main invisible, qui évitait des pannes catastrophiques. Avant même que quiconque ne soupçonne leur existence. Pour économiser de l'argent, elle a décidé de supprimer mes heures supplémentaires. Elle ne m'a pas demandé de les réduire, elle n'a pas sollicité une diminution de mes horaires. Non. Elle les a supprimés totalement, complètement, et sans aucune marge de négociation, ni discussion possible. Le système s'en sortira très bien, un système à chef, debout, tout au bout de la grande salle de revue budgétaire aux parois de verre. Elle pointait un laser vers une diapositive PowerPoint tentaculaire, où mon nom était explicitement surligné, dans un ton rouge vif et accusateur. À côté de mon nom, en lettres majusculées en gras, se trouvaient les mots « ressources héritées ». Elle s'appelait Victoria Larson. Elle avait 36 ans, possédait un MBA de Harvard. Et avait passé 3 ans dans le conseil en gestion, avant d'être parachutée chez OmniLogix, en tant que nouvelle directrice des opérations d'ingénierie. Elle était toujours impeccablement vêtue, extrêmement organisée, et parlait couramment le jargon moderne de l'entreprise, fait d'OKR, de revues trimestrielles, et de mesures de coûts par transaction. Cependant, elle était aussi complètement, et totalement, déconnectée de la réalité concrète du fonctionnement de notre infrastructure technologique. Elle n'avait jamais déployé une seule ligne de code de sa vie, elle n'avait jamais été contrainte de déboguer un problème de production critique à 3 heures du matin, et elle n'avait jamais ressenti l'effroi glacial d'une alerte, hurlant que le journal des transactions principales était saturé. Et que le système entier n'était plus qu'à 4 petites minutes d'un arrêt complet et total. Pour Victoria, la plateforme n'était rien de plus qu'une boîte noire, dotée d'entrée et de sortie. Tant que les indicateurs financiers semblaient séduisants sur ses feuilles de calcul, elle supposait que le système était en bonne santé. J'étais assis, exactement 3 sièges plus loin, autour de la longue table de conférence en acajou, les mains sagement croisées devant moi, m'efforçant de garder une attitude calme et professionnelle. Pendant que je la regardais présenter l'œuvre de ma vie comme un simple problème de dépense, pouvant être résolu par une note de service rigide. Derrière elle, le projecteur haute définition affichait un graphique en barre, détaillant mes heures supplémentaires sur les 4 derniers trimestres. Chaque barre était progressivement plus haute que la précédente, colorée de ce même rouge accusateur, comme si j'avais commis une fraude flagrante, en choisissant simplement de maintenir en vie l'infrastructure la plus critique de l'entreprise, en dehors des heures de bureau standard. C'était comme si je commettais une faute morale, en me souciant de savoir si les commandes de nos clients étaient réellement traitées, ou si leurs entrepôts allaient plonger dans le noir complet en plein milieu de la nuit. Nous mettons en place un modèle de support strict, limité aux seules heures de bureau, pour tous les systèmes non urgents, a poursuivi Victoria d'un ton fluide, en cliquant sur sa télécommande de présentation pour passer à la diapositive suivante.
Avec effet immédiat, Richard ne sera plus autorisé à effectuer le moindre travail après les heures de bureau, à moins que cela ne soit explicitement planifié, dans le cadre de la rotation officielle des astreintes. J'ai senti les regards de tous les dirigeants présents dans la salle se poser instantanément sur moi, avant de se détourner rapidement, gêné. Le directeur financier a hoché la tête en signe d'approbation, comme si Victoria venait de découvrir le remède contre le rhume. La représentante des ressources humaines a affiché un sourire d'entreprise vide, faisant comme s'il s'agissait d'une immense victoire pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le directeur des opérations, quant à lui, s'est contenté de fixer son ordinateur portable élégant, faisant semblant de prendre des notes détaillées, pour éviter de croiser mon regard. Absolument personne n'a posé la question, pourtant si douloureuse et évidente, qui résonnait dans ma tête. Que se passera-t-il, exactement, lorsque le système tombera inévitablement en panne au beau milieu de la nuit? J'ai lentement levé la main, en veillant à ce que ma voix reste tout à fait calme et posée. Juste pour clarifier, ai-je dit, d'un ton dépourvu d'émotion, vous me demandez officiellement de ne pas surveiller la santé du système, et de ne répondre à aucun problème critique, en dehors des heures normales de bureau? Même si je vois passer des alertes critiques, même si je sais, avec une certitude absolue, que cela va provoquer, par effet de cascade, une panne de système total et irrécupérable? Victoria m'a regardé, avec un mélange d'agacement et de condescendance, comme si j'étais un enfant têtu, refusant de comprendre une consigne pourtant simple. C'est exact, Richard, a-t-elle déclaré fermement. Nous ne pouvons tout simplement pas justifier le paiement d'heures supplémentaires à taux majoré, pour un système qui est parfaitement stable depuis des mois. Si un incident survient après les heures de bureau, soit il attend le lendemain matin, soit il est géré par l'équipe d'ingénierie d'astreinte générale. L'équipe d'astreinte générale ne dispose pas des accès à la production, ai-je rétorqué immédiatement. Alors, nous leur accorderons ces accès, a-t-elle répondu calmement, balayant ma préoccupation d'un revers de la main. Ils ne connaissent pas l'architecture. Ai-je insisté. C'est un système de 95 millions de dollars, doté de milliers de micro-dépendances non documentées. Alors, nous les formerons, a-t-elle dit, sa voix se tendant légèrement. Cela demande des mois de formation intensive, ai-je affirmé, m'en tenant au fait. Son sourire d'entreprise, si bien entraîné, s'est figé en une ligne fine. Inflexible. Richard, j'apprécie vos connaissances institutionnelles, vraiment. Mais nous ne pouvons plus continuer à bâtir des modèles opérationnels, basés sur la disponibilité 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, de ressources héritées. Ce n'est pas évolutif. Ce n'est pas viable. Et, franchement, ce n'est pas moderne. Des ressources héritées. C'est exactement ainsi qu'elle m'a qualifié. 24 ans d'expérience dévouée. 24 ans. À maintenir cette entreprise fragile à bout de bras, à main nue. Et j'étais écarté, avec désinvolture, comme une simple ressource héritée, comme si j'étais un vieux matériel informatique dépassé, qu'il fallait discrètement mettre au rebut, et envoyer à la casse. Elle a de nouveau tourné son attention vers l'écran géant, m'ignorant complètement, sans prononcer un mot de plus. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai simplement pris note, mentalement, de l'heure. Exact, 14h47, un mardi après-midi. Et j'ai décidé, sur le champ, que j'allais suivre sa nouvelle directive à la lettre, absolue. Il n'y aurait plus de vérification tardive du système. Il n'y aurait plus de correctifs de base de données le week-end. Il n'y aurait plus de sauvetage silencieux, pour protéger la rentabilité de l'entreprise. Si elle voulait vraiment voir à quoi ressemblait une situation normale, sans ma vigilance constante, j'allais le lui montrer. Ce soir-là, je me suis installé à mon bureau, et j'ai rédigé un email avec un soin méticuleux.
C'était parfaitement professionnel, extrêmement détaillé, et totalement dénué d'émotion. L'objet indiquait « Modèle de support horreur de bureau et documentation des risques système ». J'y ai expliqué, en détail, l'architecture complexe de la plateforme, ses dépendances fragiles, ses modes de défaillance inévitables, et le fait incontestable que j'étais le seul ingénieur, dans toute l'organisation, à posséder un accès complet à la production, ainsi qu'une connaissance approfondie de l'ensemble de la pile technologique, à traverser 3 grandes générations d'évolution. J'ai dressé la liste méticuleuse des scénarios spécifiques, nécessitant l'intervention immédiate d'un expert. J'ai détaillé les risques de saturation des files d'attente. Lorsque les files d'attente de messages dépassaient 85% de leur capacité, le système commençait immédiatement à rejeter des commandes clients critiques. Pour s'en remettre, il fallait un rééquilibrage manuel des fils, ainsi qu'une purge hautement sélective des messages. Dans ce cas de figure, le délai avant une panne totale du système n'était que de 15 à 30 minutes. J'ai aussi documenté les risques de saturation des journaux de la base de données. Si les journaux de transactions n'étaient pas régulièrement et manuellement tronqués, la base de données interrompait complètement toutes les opérations d'écriture. La récupération exigeait des sauvegardes de journaux complexes et des relectures de transactions extrêmement minutieuses. Le délai avant une panne totale du système était de 45 à 90 minutes. J'ai expliqué les risques d'expiration des API des transporteurs et les retards en cascade qu'ils engendraient. Ensuite, j'ai fourni une estimation financière détaillée du coût d'une panne nocturne complète, en me basant sur des données historiques. J'ai calculé 28 millions de dollars de livraisons retardées, de pénalités de SLA, et de ruptures potentielles de contrat. De plus, j'ai spécifiquement fait référence aux lois californiennes, en soulignant qu'une négligence délibérée dans la maintenance d'une infrastructure critique pouvait exposer l'entreprise à des plaintes pour manquement à l'obligation fiduciaire, et que les dommages financiers qui en résulteraient pourraient avoir de graves conséquences. Puis, j'ai écrit l'unique paragraphe qui aurait le plus d'importance, lorsque ce désastre inévitable finirait par atterrir devant le conseil d'administration. Conformément à la directive explicite reçue ce jour de la part de la directrice des opérations d'ingénierie, je ne surveillerai plus l'état du système, et je ne répondrai plus aux alertes, en dehors des heures normales de bureau, de 8h à 17h PST. À moins d'être formellement planifié et rémunéré d'astreinte. Tous les incidents survenant en dehors de ces heures seront gérés exclusivement par l'ingénieur d'astreinte désigné ou reporté au jour ouvrable suivant. Ce changement de politique augmente de manière significative et inévitable le risque de panne catastrophique prolongée durant les heures de forte activité. J'ai mis en copie Victoria, la directrice des ressources humaines, le directeur des opérations, le vice-président de l'ingénierie, et Daniel Vance, notre CTO. J'ai joint une copie du calendrier actuel des astreintes, qui, de manière flagrante, ne comprenait pas une seule personne disposant de mon niveau d'accès, ainsi qu'un résumé des exigences de formation approfondie pour obtenir un ingénieur de secours viable. J'ai cliqué sur envoyer à 18h47 précise. Victoria a répondu exactement 5 minutes plus tard, merci pour la documentation, Richard. C'est bien noté. Nous allons procéder comme prévu. Le VP de l'ingénierie a répondu peu après, indiquant que nous discuterions des options de formation de secours la semaine suivante. Daniel Vance, le CTO, n'a pas répondu du tout. J'ai fermé calmement mon ordinateur portable, j'ai marché vers ma voiture, et je suis rentré chez moi, dans un silence complet. Pour la première fois en 24 ans, je n'ai pas emporté mon ordinateur portable professionnel à la maison. Je n'ai pas vérifié, avec anxiété, les tableaux de bord de surveillance avant d'aller me coucher. J'ai juste arrêté. Et c'était à la fois terrifiant, incroyablement libérateur, et totalement inévitable.
La nouvelle politique est officiellement entrée en vigueur le lundi suivant. Les RH m'ont envoyé une notification, particulièrement enjouée, via le portail de l'entreprise, me demandant de signer numériquement une description de poste mise à jour. La section qui exigeait autrefois une disponibilité du système 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à une surveillance proactive, indiquait désormais explicitement soutenir les opérations du système durant les heures de bureau. Standard uniquement. Transférer les problèmes survenant après les heures de bureau à l'ingénieur d'astreinte désigné. J'ai cliqué sur accepter, les liant ainsi, légalement, à leur propre bêtise. Puis, j'ai fait une chose que je n'avais pas faite depuis plus de 2 décennies. Je suis rentré chez moi à 17 heures précises, chaque jour. J'ai quitté le bâtiment. Sans sac d'ordinateur, sans connexion VPN, et sans aucune application de surveillance sur mon téléphone personnel. Les premiers jours ont été trompeusement calmes. Le système ronronnait, les journaux de la base de données se tronquaient automatiquement, et les API des fournisseurs se comportaient bien. Jeudi, Victoria a même envoyé un email suffisant à tout le département, célébrant les résultats positifs et les économies de coûts significatives générées par son nouveau modèle de support. J'ai lu son email, et je n'ai absolument rien dit. Je savais une chose que Victoria et son MBA ignoraient. Le système n'était pas stable parce qu'il était bien conçu, non. Il était stable parce qu'il avait de la chance. Et dans le monde de l'architecture d'entreprise, la chance finit toujours par tourner. Le vendredi après-midi, le département marketing de notre plus gros client a lancé une énorme promotion surprise pour le week-end. C'était une vente flash, absolument pas annoncée, offrant 40% de réduction sur tout, avec livraison express gratuite, valable pendant 48 heures seulement. Ils ne nous ont pas prévenus. Ils n'ont alerté personne aux opérations, ils ont simplement lancé la campagne à 16 heures, et sont tranquillement rentrés chez eux pour le week-end. Vers 18h30, notre volume de commandes avait bondi de 340% par rapport au vendredi précédent. J'ai vu ce pic terrifiant sur le tableau de bord, juste avant de quitter le bureau. Les files d'attente grimpaient rapidement, les temps de réponse des API commençaient à ralentir sérieusement, et le taux de transaction de la base de données s'envolait complètement. La situation n'était pas encore critique, mais elle évoluait vers une panne catastrophique à une vitesse folle. Sous l'ancien modèle, je serais resté tard. J'aurais ajusté les seuils des files d'attente, j'aurais augmenté de manière préventive notre traitement par l'eau, et j'aurais surveillé l'état des API des fournisseurs tout au long de la nuit. Sous le nouveau modèle, cependant, j'ai simplement éteint ma station de travail, à 17h02 précise, et j'ai quitté le bâtiment. Je suis rentré chez moi, j'ai cuisiné un bon dîner, et j'ai passé la soirée à regarder un film avec mon ex-femme, Sarah. Nous nous retrouvions encore de temps en temps pour dîner, en particulier lorsque nos enfants nous rendaient visite. Ma fille Jessica était rentrée de son école d'infirmière, et mon fils Matthew était venu en voiture depuis son université. C'était incroyablement agréable, d'être assis autour de la table à discuter de choses normales, totalement déconnecté de la bombe à retardement numérique, qui faisait silencieusement tic-tac dans la salle des serveurs de l'entreprise. À 21h30, je suis allé me coucher, absolument injoignable, et l'esprit tout à fait en paix. Je ne savais pas qu'à 22h15 précise, ce soir-là, la toute première alerte critique s'était déclenchée sur le tableau de bord de surveillance. Le système automatisé hurlait désespérément son avertissement, la capacité de la file d'attente des messages avait atteint 87%. Cette alerte critique est allée directement à Julian Brox, un développeur junior, qui m'avait accompagné une seule fois pendant une demi-journée, près de 6 mois auparavant. Julian a vu l'alerte rouge vive sur son écran, a immédiatement paniqué, et a tenté désespérément de se connecter à la plateforme de production pour évaluer la situation.
Accès refusé. Il a tenté frénétiquement de se connecter via le VPN sécurisé des opérations. Accès refusé. Il ne disposait tout simplement pas des identifiants de production nécessaires. Personne n'avait mis à jour ses autorisations de sécurité, car Victoria et son équipe de direction n'avaient pas anticipé. Jusque-là. Julien a appelé le directeur des opérations. Pas de réponse. C'était un vendredi soir. Il a appelé Victoria. Il est tombé directement sur sa messagerie. Il a appelé le VP de l'ingénierie. Messagerie. À 22h42, la file d'attente interne a atteint 94% de sa capacité, et le système a commencé, sans pitié, à rejeter les messages. Des commandes clients critiques ont tout simplement disparu, s'évanouissant complètement, et en silence, dans le néant numérique. Julien ne savait pas comment vérifier les files d'attente de messages. D'erreurs, dead letter que. Il ne savait pas quels journaux de diagnostic spécifiques lire. Il n'avait absolument aucune idée du fait que cette saturation des files d'attente allait inévitablement déclencher une cascade catastrophique qui détruirait tout ce que j'avais construit. À 22h58, une tâche essentielle de synchronisation des stocks des entrepôts a échoué, entrant dans une boucle de relance récursive infinie. À 23h17, la base de données centrale s'est retrouvée totalement à court d'espace pour son journal des transactions, et a immédiatement interrompu toutes les opérations d'écriture. Chaque sous-système qui tentait d'écrire des données, traitement des commandes, mise à jour des stocks, suivi des expéditions, intégration des transporteurs s'est figé instantanément. Toute la plateforme s'est arrêtée brutalement. L'orchestration avancée de la chaîne d'approvisionnement, d'une valeur de 95 millions de dollars, était complètement hors service. Julien fixait ses écrans lumineux, regardant des centaines d'alertes rouges se multiplier, comme une maladie virulente se propageant dans un corps. Et il a fait la seule chose à laquelle il a pensé, il m'a appelé. Mon téléphone était éteint. Il a rappelé. Pas de réponse. Dans un état de désespoir absolu, il a appelé encore 5 fois, ne tombant que sur mon message d'accueil standard. À 23h34, il a envoyé un email en lettres majuscules à toute la chaîne de direction de l'ingénierie, avec pour objet, urge, plateforme en panne. Besoin de Richard immédiatement. À 23h41, un membre de l'équipe des opérations exécutive du client a appelé la ligne d'escalade d'urgence d'Omnilogix. Votre système vient de s'éteindre complètement, ont-ils hurlé, la panique évidente dans leur voix. Nous avons 14 000 commandes hautement prioritaires bloquées dans le vide. Nos entrepôts affichent un stock absolument nul. Qu'est-ce qui se passe chez vous, bordel? À 23h58, le VP de l'ingénierie a enfin vu les emails frénétiques de Julien, et l'a rappelé. Où est Richard? A-t-il exigé. Je n'arrive pas à le joindre, a dit Julien, la voix tremblant. Littéralement. Je l'ai appelé 7 fois. Son téléphone va directement sur sa messagerie. Continue d'essayer, a hurlé le VP. J'escalade cela. Directement au CTO. À minuit 14, Daniel Vance, notre CTO, un homme qui, normalement, ne touchait jamais aux opérations de terrain parce qu'il faisait confiance aux ingénieurs. Comme moi pour s'en occuper, a rejoint un appel Zoom d'urgence. Était également présent Julien, le VP, Victoria, et 3 gestionnaires des opérations d'entrepôt du client, extrêmement en colère, qu'on avait arraché d'eux leur lit sans ménagement. Situation, a demandé Daniel d'un ton sec, la cravate desserrée, ayant l'air d'avoir enfilé la toute première chemise qu'il avait trouvée dans le noir. La plateforme est complètement en panne, a bégayé Julien. Je ne peux pas accéder à la production. Je ne sais pas comment relancer les tâches critiques. Je ne sais même pas ce qui a échoué en premier. Les alertes sont partout. Daniel, c'est un effondrement total. Daniel a tourné son regard intense vers
Victoria, visible sur la webcam à l'image granuleuse malgré l'heure tardive. Toujours vêtue de sa tenue professionnelle car elle sortait probablement d'un événement de réseautage UP. Où est Richard, a-t-il exigé. Il n'est pas d'astreinte ce soir, a dit Victoria. Et je garantis qu'elle commençait enfin à ressentir l'emprise glaciale, et indéniable, d'une véritable terreur professionnelle. Conformément à la nouvelle politique de support. Le visage de Daniel s'est considérablement assombri, obtenez-le au téléphone. Tout de suite. Victoria a essayé de m'appeler. Pas de réponse. Elle a réessayé. Rien. Elle a envoyé un SMS frénétique, suivi d'un email, Richard? Panne critique. Besoin de toi immédiatement. Appelle-moi dès que possible. Je n'ai rien vu de tout cela. Je dormais paisiblement dans mon lit, rêvant de choses tout à fait normales, plutôt que de codes d'erreur et de panne de système en cascade. À minuit 47, Daniel a pris une décision de direction. Réveillez tout le monde. Mettez toute l'équipe d'infrastructure en ligne. Appelez les administrateurs de bases de données seniors. Appelez tous ceux qui ont déjà touché à cette plateforme. Nous n'attendons pas Richard. Au cours de leur chaotique qui a suivi, des ingénieurs aux yeux embrumés ont rejoint l'appel d'urgence. Pas un seul d'entre eux ne disposait d'un accès complet à la production. Pas un seul d'entre eux ne connaissait le système hautement personnalisé, suffisamment bien pour diagnostiquer avec précision la cause profonde de la panne. Ils ont tâtonné à l'aveugle dans les journaux d'erreur, ont redémarré des services au hasard dans un état de panique, et ont désespérément tenté de redémarrer des serveurs massifs. Rien n'a fonctionné. Cela a échoué, parce qu'ils ne savaient pas ce que je savais. On ne pouvait pas juste redémarrer ces services. Il fallait d'abord vider les files d'attente saturés, tronquer méticuleusement les journaux corrompus. Réinitialiser précisément l'état de synchronisation, puis remettre les services de base en ligne, selon une séquence très spécifique, et non documentée. C'était exactement comme essayer de pratiquer une chirurgie à cœur ouvert complexe, en utilisant un manuel que l'on n'aurait jamais lu. À 2 heures du matin, le client, en colère, avait escaladé le problème auprès de son propre conseil d'administration. À 2h30, le PDG d'Omnilogix, Oliver Thorne, était en ligne, se demandant sans doute comment une stratégie d'optimisation des coûts, supposément routinière, avait pu muter aussi violemment en une crise menaçant l'existence même de l'entreprise. À 2h34, Daniel a enfin retrouvé l'email extrêmement détaillé que je lui avais envoyé exactement 3 semaines auparavant. Il l'a lu. Lentement, à haute voix, son visage se vidant complètement de ses couleurs, à mesure que la réalité terrifiante de la situation s'imposait à eux. Les avertissements explicitement documentés, les évaluations précises des risques, les prédictions exactes du calendrier, tout se déroulait en temps réel, exactement comme je les en avais prévenus. Victoria, a dit doucement. Daniel, d'une voix qui portait ce calme plat, incroyablement dangereux, que les hauts dirigeants adoptent juste avant de briser la carrière de quelqu'un. Dites-moi que vous avez un plan de secours. Elle a hésité, la voix tremblante. Nous allions former Julien. C'était prévu pour le mois prochain. Lui avez-vous accordé les accès de production, a exigé Daniel. Un silence de mort. Avez-vous documenté l'une des procédures de récupération propriétaire de Richard? Encore le silence. Daniel a fermé les yeux, et a expiré lentement. Comme un homme regardant toute sa réputation professionnelle s'effondrer en poussière. Appelez Richard, a-t-il ordonné. Maintenant. Offrez-lui absolument tout ce qu'il veut, mais connectez-le. Victoria a réessayé. Pas de réponse. Daniel a essayé. Pas de réponse. À 3h11, quelqu'un a carrément suggéré de se rendre chez moi en voiture. C'est exactement à cela que l'on reconnaît une situation véritablement désespérée, lorsque des cadres dirigeants
envisage sérieusement d'envoyer des employés sonner aux portes au milieu de la nuit. Mais c'était bien pire qu'une simple panne technique. J'ai appris plus tard que, dans une tentative désespérée de couvrir ses traces, Victoria avait frénétiquement essayé de modifier les journaux d'approbation dans notre système interne de gestion de documents. Elle avait tenté de falsifier numériquement ma signature sur un avenant, indiquant prétendument que j'acceptais l'idée que le système était totalement stable, et qu'il ne nécessitait aucune maintenance. Après les heures de bureau. C'était une violation flagrante de l'article 470 du Code pénal de Californie pour falsification. C'était une manœuvre désespérée, et incroyablement stupide, qui rendait l'intégralité du document nul ab initio, ce qui signifie qu'il était juridiquement invalide dès l'instant de sa création. De plus, je détenais les droits de propriété intellectuelle sur l'algorithme d'aiguillage central, utilisé dans la plateforme. Nous avions un accord de licence complexe, et en essayant de falsifier mon approbation pour modifier les conditions d'exploitation, il violait activement la section 271 du titre 35 de l'USC concernant la contrefaçon de brevets. Si je révoquais leur licence, ils n'auraient pas seulement une panne. Ils n'auraient plus de produit du tout. Et cela ne s'arrêtait pas là. Plus tôt cette semaine-là, Victoria avait tenté de pousser agressivement vers la sortie mon collègue, Steven Gallagher. Steven avait 68 ans, et elle avait menacé de geler ses prestations de retraite acquises. S'il ne prenait pas volontairement sa retraite, une violation flagrante de la section 15610.30 du Code du bien-être et des institutions de Californie. Concernant l'abus financier envers les personnes âgées. Elle prévoyait également des licenciements massifs dans le département des infrastructures, sans fournir le préavis requis de 60 jours, violant ainsi la loi fédérale Warn Act. La responsabilité juridique qu'elle créait pour l'entreprise était absolument colossale. Ces actions constituaient un manquement grave à l'obligation fiduciaire envers les actionnaires de l'entreprise, et tout était sur le point de lui exploser à la figure. À 3h30 du matin, ma sonnette a retenti. Je me suis réveillé, véritablement confus, et j'ai vérifié mon téléphone. Il était toujours éteint. Je me suis traîné jusqu'à la porte d'entrée, et j'ai regardé à travers le Judas. C'était Julian Brox, debout sur le palier, l'air absolument misérable et terrifié. J'ai ouvert la porte en pyjama. « Richard » a-t-il dit, la voix brisée, et j'ai pu voir un soulagement absolu envahir son visage blême. « Je suis tellement désolé de te réveiller. Toute la plateforme est en panne. Elle est coupée depuis plus de 4 heures. Personne ne peut la réparer. Nous avons désespérément besoin de toi. » J'ai cligné des yeux, feignant la confusion. « Je ne suis pas d'astreinte, Julian, ai-je dit calmement. « Je sais, a-t-il répondu rapidement, les mots se bousculant dans sa bouche. « Je sais, mais... » Victoria a explicitement dit à tout le monde de ne pas te déranger, sauf si c'était formellement planifié. Et Daniel devient complètement fou, et le client menace activement de résilier tout le contrat. Il s'est arrêté, a pris une grande inspiration, et a asséné le coup de grâce. Le CTO a officiellement autorisé une paye d'urgence, des heures supplémentaires triplées, une compensation rétroactive, tout ce dont tu as besoin. S'il te plaît, Richard. Je l'ai regardé pendant un long moment de silence. Ce jeune ingénieur se tenait dans mon couloir, au milieu de la nuit, parce que les personnes qui m'avaient traité avec mépris de ressources héritées venaient de découvrir, avec violence, ce qui se passe lorsqu'on essaie de faire fonctionner les choses sans l'héritage. Laisse-moi m'habiller, ai-je dit. Je ne me suis pas pressé. J'ai pris mon temps. J'ai préparé une cafetière de bon café frais. J'ai mis de vrais vêtements professionnels, pas le sweat à capuche décontracté que je portais habituellement pour les urgences nocturnes. J'ai pris tout mon temps pour sortir ma voiture de l'allée, et j'ai conduit jusqu'au siège de l'entreprise, en respectant scrupuleusement les limitations de vitesse. Pour la première fois en 24 ans,
j'allais résoudre leur crise colossale, mais strictement selon mes propres conditions. Je suis entré dans le bâtiment A4. H38 précise. La cellule de crise de la direction était un chaos absolu. 15. Personnes étaient entassées dans la salle de conférence principale, des ordinateurs portables éparpillés partout. L'écran central géant affichait des tableaux de bord successifs, remplis d'alertes rouges critiques. Des tasses de café vides, et des canettes de boissons énergisantes, jonchaient la grande table en acajou, comme des débris sur un champ de bataille. Daniel Vance m'a vu entrer, et s'est levé immédiatement, Richard. J'ai hoché la tête brièvement, je me suis assis, j'ai sorti mon ordinateur portable, et j'ai ouvert la console de production sécurisée pour la première fois depuis 8 jours. Ce que j'ai vu m'a noué l'estomac. Non pas parce que c'était inattendu, mais parce que les dégâts catastrophiques étaient bien plus graves que ce que j'avais initialement redouté. Les fils d'attente de messages étaient complètement saturés. Les journaux de la gigantesque base de données étaient pleins à craquer. Les tâches de synchronisation essentielle étaient désespérément bloquées, dans des boucles de relance fatale. Le carnet de commandes critiques en attente s'élevait à 31 000. Et augmentait de minute en minute. Ce n'allait pas être une réparation rapide, non. Cela allait nécessiter une véritable reconstruction archéologique numérique. La situation a demandé. Daniel, la voix serrée par l'angoisse. J'ai bu une lente gorgée de mon café. Chaud. La plateforme s'est arrêtée, parce que la base de données principale s'est retrouvée totalement à court d'espace pour son journal des transactions. Cela s'est produit, parce qu'une tâche de synchronisation d'entrepôt est entrée dans une boucle de relance infinie. Cela est arrivé, parce que la file d'attente de messages principale a saturé et a commencé à rejeter des commandes. Et cela s'est produit, parce que personne n'a ajusté les seuils des files d'attente, lorsque le volume de commandes du client a grimpé en flèche hier soir. J'ai affiché une chronologie détaillée sur le grand écran. La toute première alerte s'est déclenchée à 22h15. Si quelqu'un disposant des accès, et d'une formation adéquate, avait répondu, la résolution aurait pris exactement 20 minutes. Maintenant, cela va prendre des heures. La mâchoire de Daniel s'est visiblement contractée. Combien d'heures? 7, peut-être 8. Et cela suppose qu'absolument rien d'autre ne casse, pendant que j'exécute la séquence de récupération. Victoria a pris la parole depuis le fond de la pièce, d'une voix inhabituellement faible et tremblante. De quoi as-tu besoin? Je me suis tourné lentement dans ma chaise, pour la regarder droit dans les yeux. J'ai besoin que toutes les personnes présentes dans cette pièce, qui n'ont pas un accès complet à la production, sortent immédiatement. J'ai besoin d'avoir l'assistance des administrateurs de bases de données en attente. J'ai besoin que l'équipe des opérations du client cesse d'appeler toutes les 10 minutes pour exiger des mises à jour. Et j'ai besoin que vous autorisiez officiellement un mode de maintenance complet, afin que je puisse mettre toute la plateforme hors ligne, pour la reconstruire proprement. Daniel n'a pas hésité une seconde. D'accord. Tout ce qu'il te faut, Richard. J'ai commencé à taper au clavier. La pièce est devenue complètement silencieuse. À l'exception du bruit rapide de mes touches, et de quelques rares chuchotements. Étape 1, arrêter l'hémorragie. J'ai désactivé manuellement tout. Le traitement des commandes entrantes. Étape 2, éliminer les blocages. Catastrophique. J'ai purgé méticuleusement des milliers de messages corrompus dans les files d'attente d'erreur. Étape 3, récupérer la base de données. J'ai déclenché manuellement une sauvegarde massive du journal des transactions. J'ai systématiquement tronqué le fichier journal, et j'ai rigoureusement vérifié que les opérations d'écriture étaient à nouveau possibles. Étape 4. Réinitialiser les tâches de synchronisation. Étape 5, redémarrer les services de base, dans la séquence exacte requise. À 11h42, la toute première
Commande propre a enfin été traitée. À 12h15, le carnet de commandes en attente a commencé à se vider. Régulièrement. À 13h38, tous les voyants des systèmes étaient au vert. Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai fermé les yeux. La réunion de post-mortem du lundi a été brutale. Le PDG, Oliver Thorne, a mené l'inquisition. L'entreprise faisait face à 2,8 millions de dollars de pénalités de SL à confirmer. La défaillance technique était entièrement prévisible, je l'avais documenté. La défaillance opérationnelle, elle, était entièrement du fait de Victoria. J'ai posé mes conditions. Premièrement, l'embauche et la formation immédiate d'un ingénieur de secours disposant d'un accès complet à la production. Deuxièmement, une rotation formelle des astreintes, avec une compensation financière adéquate. Troisièmement, mon titre, ainsi que ma rémunération, devront refléter mon rôle réel. Je veux le titre de VP de l'ingénierie des systèmes d'infrastructure, avec une autorité directe sur la politique opérationnelle. J'ai également évoqué les violations légales, la tentative de falsification de signature sous l'article 470 du Code pénal, l'abus financier envers une personne âgée concernant Steven, et les questions de contrefaçon de brevets sous la section 271 du titre 35 de l'USC. Le PDG a regardé l'évaluation dévastatrice des dégâts sur l'écran. Accordé, a-t-il dit. Victoria a été discrètement réaffectée à des projets spéciaux l'après-midi même, et a été officiellement licenciée 2 mois plus tard. 6 mois plus tard, j'avais un ingénieur d'appui correctement formé, Julian, qui comprenait que les systèmes critiques sont des entités vivantes. Nous avions mis en place une véritable rotation d'astreinte, un contrôle rigoureux des changements, et, surtout, du respect. Quand quelqu'un vous dit que vos décennies d'expérience ne sont que des ressources héritées, demandez-lui de l'écrire noir sur blanc, car tôt ou tard, ils comprendront. Soit en vous écoutant, soit en payant des millions pour l'apprendre de la manière la plus douloureuse qui soit.